អង្គុយចុះ Le président, veuillez vous asseoir. L'audience est ouverte. Et la défense de Khieu Samphan a la parole pour interroger ce témoin. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, je vais donc continuer avec quelques questions. Je vous rassure, je n'en aurai pas pour très longtemps. Je voudrais que vous indiquiez au tribunal si il y avait un cloisonnement entre les équipes internes de codage et les équipes externes de codage. Est-ce que, par exemple, vous, en qualité d'équipe externe, vous saviez ce qui se passait dans l'équipe interne? Est-ce que c'est le genre d'information auquel vous aviez accès? Non, je n'étais pas au courant de cela. Donc vous ne saviez pas ce que traitait, par exemple, les messages que traitait l'équipe interne, vous ne les connaissiez pas. C'est bien cela? Oui, c'est bien cela. En dehors de mon travail sur les... Non, en dehors du fait qu'il travaillait sur des télégrammes, je ne savais pas ce qu'il faisait à part cela. J'avais plusieurs tâches à faire au sein de mon équipe, parmi lesquelles l'encodage de télégrammes et je devais assurer les formations, donc je ne savais pas ce que faisait l'équipe interne pendant son temps libre. Merci. Et je voudrais vous demander une précision. Lorsque vous aviez été entendu par les enquêteurs du tribunal, mais aussi à cette barre, vous aviez dit que parfois, lorsque M. Khieu Samphan vous faisait parvenir des messages à crypter par messager humain et non pas par téléphone, c'était Sam qui travaillait pour, qui était un messager de K1 qui vous les apportait jusqu'à votre bureau. Vous vous souvenez avoir dit cela? Oui, je m'en souviens. C'était le groupe de Sam. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est, tout à l'heure, en fin de journée, vous m'avez dit que Khieu Samphan pouvait utiliser les services de K1 pour envoyer des télégrammes. Est-ce que, lorsque vous m'avez dit cela, vous faisiez référence au fait que c'est Sam qui travaillait pour K1 qui vous portait les messages écrits? Est-ce que c'est à cela que vous faisiez référence ou à autre chose? J'aimerais parler de la communication des messages provenant de Khieu Samphan et de son équipe. Ils envoyaient les messages à mon équipe, soit par appel téléphonique,
soit par l'intermédiaire d'un messager, et ça c'était le groupe de Somme qui me portait le message. En dehors, donc ces messages concernaient la distribution de matériaux. Le message allait d'abord à K1. Et parfois, ce message était envoyé à mon groupe. D'accord, mais vous ne savez rien d'autre de message de M. Kyosampan qui aurait été adressé à K1 et qui ne vous aurait pas été transmis ensuite à votre groupe, c'est exact? À l'exception des télégrammes et des instructions d'ordre général à transmettre par télégramme, je n'avais connaissance de rien d'autre. Je vais changer de sujet. Vous nous avez dit avant-hier, et vous en avez encore parlé ce matin, nous l'avons compris avec toutes les questions qui vous ont été posées jusqu'à maintenant, que vous aviez l'habitude de mettre un certain nombre de noms de personnes en copie au bas des télégrammes lorsque vous aviez fini de les décoder. C'est la fameuse liste des copies A dont nous avons beaucoup parlé ces derniers jours avec vous. Simplement, le tribunal ne dispose pas de tous les télégrammes que vous avez traités entre 1975 et 1979. D'ailleurs, vous-même, vous avez expliqué hier que vous aviez brûlé vos propres archives de télégrammes. Et ma question est donc la suivante. Est-ce que, puisqu'il s'agissait d'une routine, que vous aviez l'habitude d'ajouter, de mettre une liste de noms en copier A, sauf quand K1 vous disait, ou plutôt, sauf quand PON ou T vous disait de ne pas en mettre certains parce qu'ils étaient absents de Phnom Penh, est-ce que vous pourriez nous dire quelle était la liste habituelle des personnes que vous mettiez en copie A? De mémoire, quels sont les noms des gens que vous mettiez en fonction de cette routine quasi automatiquement en copier A? En général, dans la ligne copie A, comme vous l'avez vu, était copie aux oncles, oncle Nun, oncle Van, oncle Kyo, bureau et archives. D'habitude, il n'y avait que 7 copies. La dernière copie carbone était conservée en nos bureaux parce que c'était la moins claire. Cependant, si l'un des oncles était absent, par exemple, si l'oncle Yengsari devait se déplacer à l'étranger, ou si Son Sen devait partir en opération dans la zone Est, on me signalait que, à partir de ce jour-là, il était inutile de mettre ses oncles en copie. Et donc leur nom
ne figurait pas dans la liste copie A. Oui, ça j'avais bien compris, je vous remercie. Simplement, je voudrais que vous fassiez un effort de mémoire parce que là, vous m'avez donné 3 noms en fait. Nun, Van, Kyo. Alors, est-ce que vous pouvez essayer de faire un effort de mémoire pour me dire les noms des personnes? Parce que déjà, dans les télégrammes dont nous disposons et que nous avons examinés avec vous, il y avait par exemple Pol Pot, vous ne l'avez pas cité. Donc est-ce que vous pouvez faire un effort de mémoire et essayer de vous souvenir tous les noms des frères que vous mettiez, ou des oncles, pardon, que vous mettiez en liste de manière routinière? Je viens de dire qu'il y avait 7 copies. Il y avait l'oncle, c'est-à-dire l'oncle Pol Pot, ensuite oncle Nun, oncle Van, oncle Vorn, oncle Q. Oncle Q, ce n'était pas Kyo Sampan, c'était Sansen. Ensuite, bureau et archives. Donc, typiquement, dans la ligne copie A, il y avait 7 copies. D'accord. Et est-ce que je suis correct si je dis que la 7e copie, c'était celle que vous gardiez, c'est bien cela? Oui, c'est exact. Est-ce qu'il vous est arrivé, entre 1975 et 1979, de recevoir pour instruction, de rajouter le nom ou l'alias de M. Kyo Sampan à cette liste de copier A? Non. En dehors de Hem et Kyo Sampan, il n'y avait pas d'autres noms. Alors, ma question, c'était de savoir, est-ce que, entre 1975 et 1979, vous avez copié à M. Kyo Sampan ou M des messages que vous aviez décryptés? Est-ce que vous avez mis le nom de M. Kyo Sampan ou le nom de frère M, ce qui est la même chose, puisque c'était son alias, dans la liste des copiés A? Sur tous les messages que j'ai travaillés, je n'ai jamais vu d'instruction indiquant qu'il fallait rajouter le nom de Hem ou Kyo Sampan. Moi, je n'ai vu que les noms habituels, plus bureau et archives. Je répète donc, oncle, oncle Nun, oncle Van, oncle Vorn et oncle Kyo. C'était donc les 5 oncles qui étaient des personnes. Les 2 autres copies n'étaient pas pour des personnes, mais pour le bureau et pour les archives. Je voudrais vous donner 3 noms et vous demander si il vous revient en mémoire que ces gens ont à un moment donné été ajoutés dans la liste des copiés A. Est-ce que vous vous souvenez avoir mis
en copie Koitun. Non, je ne m'en souviens pas. Si un message devait être envoyé à Koitun, en tout cas, il n'y en avait pas beaucoup et on ne m'a pas donné d'instructions concernant un éventuel message à lui envoyer. Est-ce que vous vous souvenez avoir mis en copie Nei Saran alias Ya? Je vais répéter parce qu'il semble que ma prononciation soit très mauvaise, mais j'ai bien peur qu'elle ne s'améliore pas la deuxième fois. Nei Saran alias Ya. Non. Kepork. Je n'ai jamais envoyé quelque chose en copie à K-Pork, mais il y avait des télégrammes portant la signature de K-Pork. D'accord. Autre question, je voudrais savoir si, pendant la période durant laquelle vous avez travaillé à Phnom Penh, vous avez reçu pour décryptage des messages qui étaient directement, nommément adressés à M. Khieu Samphan. C'est-à-dire des messages qui venaient de l'extérieur et qui, en première ligne, indiquaient le nom ou l'alias de M. Khieu Samphan comme étant le destinataire du message. Est-ce que vous avez eu à traduire, à décrypter ce type de message entre 75 et 79? Non, je n'en ai jamais vu. Je n'ai jamais vu ni son nom réel ni son alias dans des copies à adresser. Je voudrais savoir si, d'après votre expérience, entre 1975 et 1979, vous avez constaté un changement dans le sujet des messages que M. Khieu Samphan vous demandait de crypter. Vous avez indiqué un certain nombre de thèmes aux enquêteurs du tribunal, à cette barre. Vous avez parlé de distribution de matériel, de la question des fêtes nationales. Est-ce que, pendant la période de 1975 à 1979, vous avez noté une évolution ou un changement des sujets, des thèmes, des messages que M. Khieu Samphan vous confiait pour cryptage? Il n'y avait rien de nouveau, il n'y avait pas d'évolution dans ces messages, c'était des messages typiques.
Je voudrais maintenant vous poser une série de questions qui portent pas tellement sur le fond de votre témoignage, mais sur la manière dont celui-ci a pu être recueilli par les enquêteurs du tribunal. En lisant l'enregistrement de votre premier entretien avec les enquêteurs du tribunal, qui est supposé avoir eu lieu le 18 février 2009, c'est en tout cas la date que porte le procès-verbal, et c'est la date également de l'enregistrement audio que nous avons. J'ai remarqué que, à un moment donné, un des enquêteurs vous dit, et ceci apparaît sur l'audio qui porte la cote D200, barre de fraction 3.11, c'est à la première page, ERN français 0084306.1, anglais 008444056 et Khmer 0083845.3. Je reprends donc. Dans cet enregistrement, un des enquêteurs vous dit, ouvrez les guillemets, « Hier, vous m'avez parlé de Pang ». Fermez les guillemets. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous vous souvenez que la veille du 18 février 2009, vous aviez également rencontré les enquêteurs du tribunal ? Mr. President, if I may be heard. Le co-procureur international, Monsieur le Président, puis-je avoir la parole? Le Président. Oui, la parole est à l'accusation. Témoin, veuillez attendre. Le co-procureur. Je pense qu'il y a ici un risque de donner une mauvaise représentation de la situation et je n'essaie pas d'accuser mon confrère. Mais dans le document E3/64, il est précisé que l'audition s'est tenue sur 2 journées. La transcription est bien datée du 18 février, mais nous ne savons pas d'où vient cette date. Je voudrais juste appeler mon confrère à faire preuve de précaution parce que nous ne savons pas si cette discussion faisant référence à hier a eu lieu le 18 ou le 19. Je ne veux pas que nous créions une polémique qui en fait n'a pas lieu d'être. Je n'ai pas bien compris la remarque de Monsieur le procureur. Je recherche, tout en lui répondant, le passage qu'il vient d'indiquer, dans lequel il serait indiqué que l'audition s'est déroulée sur 2 jours. Déjà, peut-être ainsi pourrais-je lui répondre de manière plus efficace. Yes, I'm happy to. Le co-procureur. Tout à fait. Dans la première audition du témoin à la page en khmer 0032 80 29, en français 00 41 16 98 et en anglais 0033 40 48. On indique clairement que l'audition a été interrompue le 18 pour reprendre le 19. Le procès-verbal d'audition est en effet signé du 19, ce que l'on retrouve à l'avant-dernière page. C'est exact, monsieur le procureur, effectivement.
Alors, j'ai une autre question, toujours sur ce thème. Monsieur, est-ce que vous vous souvenez à quel moment, à quelle date le procès-verbal de déposition du 18 février 2009 vous a été relu pour que vous puissiez le signer? Je ne m'en souviens pas. Cela fait maintenant 3 ou 4 ans. Si j'avais le document sous les yeux, peut-être que je pourrais me le rappeler. Je ne saurais dire si c'était le 18 ou le 19. Très bien. Alors je vais juste essayer de vous rafraîchir la mémoire en vous indiquant qu'en dernière page de ce procès-verbal, il est indiqué que lecture du procès-verbal vous aurait été faite le 27 mars 2009 à 11h45, c'est-à-dire la veille de votre seconde audition qui a lieu le 28 mars. En fait, pour être très clair, il est écrit le texte original ou une copie du procès-verbal a été remise aux témoins fin de l'audition le 27 mars 2009 à 11h45. Lecture du procès-verbal lui a été donnée et le témoin n'a formulé aucune objection. Il y a apposé sa signature. Est-ce que vous vous souvenez si effectivement le procès-verbal de votre déposition ne vous a été relu et donné en copie qu'1 mois et 10 jours après l'entretien lui-même? Je ne m'en souviens pas. Mes activités au quotidien m'occupent beaucoup. Je ne faisais pas très attention à la date exacte de ce document. D'accord. Moi, je ne vous interrogeais pas sur la question de la date qui figurait sur le document, mais sur la question du moment où on vous a donné la possibilité de relire le procès-verbal de votre entretien avec les enquêteurs pour vérifier s'il coïncidait avec ce que vous aviez dit aux enquêteurs. Et moi, je remarque que si je me fie aux documents que l'on m'a remis, il semblerait qu'on ait attendu 1 mois et 10 jours avant de vous donner un papier qui vous permettait de vérifier la concordance entre ce que vous aviez dit et ce qui était écrit. C'est le sens de ma question. Est-ce que vous vous souvenez de ce délai entre l'entretien lui-même et la signature et la remise d'une copie? Réponse. D'après mes souvenirs, ils sont venus me rencontrer 2 fois. Pour le premier entretien, il a duré 2 jours. Concernant le deuxième, je ne sais plus combien de jours il a duré. Mais je pense que vous
pourrez retrouver le temps qui s'est écoulé entre les deux entretiens si vous consultez les dates de ces entretiens respectifs. Avant que l'on me demande d'apposer ma signature, ils m'ont donné lecture du document et ils m'ont demandé si ce qu'ils avaient lu correspondait bien à ce que j'avais déclaré. Ils m'ont donc relu le document avant que je n'y appose ma signature. D'accord. Je voudrais revenir maintenant sur ma première question relative à un entretien qui se serait tenu la veille. Monsieur le procureur m'a fait remarquer que, effectivement, la lecture du procès-verbal permettait de noter que l'entretien, le premier entretien, s'était déroulé sur 2 jours. C'est exact. Après vérification, c'est parfaitement exact. En revanche, la mention du fait que vous auriez parlé de Pang aux enquêteurs auparavant, elle a lieu dans la première partie du procès-verbal, c'est-à-dire le premier jour. Nous pouvons le constater en lisant les transcrits de l'audio, dont j'ai déjà cité les références, et nous pouvons également le vérifier en lisant le procès-verbal écrit, qui mentionne, avant la coupure pour un rendez-vous le lendemain, que cette question de l'enquêteur qui vous dit, nous sommes donc supposément le 18 février, vous m'avez parlé du nommé Pang. Or, même dans la version écrite, même dans le procès-verbal, à ce moment-là, vous n'avez jamais parlé du nommé Pang. Cela renvoie donc à un entretien qui aurait eu lieu à un autre moment. Apparemment, si l'on en croit l'audio, à la veille, le 17, est-ce que vous vous souvenez, si vous ne vous souvenez pas, dites-le, avoir rencontré les enquêteurs du tribunal avant le 18 février, et de quoi avez-vous parlé ? Je ne m'en souviens pas bien. Beaucoup de questions m'ont été posées. Cela remonte à longtemps et je n'y ai pas repensé depuis. Je n'ai pas d'autres questions pour le témoin, Monsieur le Président. Le Président, merci. À présent, je donne la parole à l'équipe de défense de M. Nguyen Chea, laquelle peut interroger le témoin, M. Nong Soprang. Je vous en prie. Maître Sonaroun. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les juges. Monsieur Nong Soprang, je m'appelle Sonaroun, je suis l'avocat cambodgien de Monsieur Nguyen Chea. Bon après-midi. J'ai un certain nombre de questions à vous poser. Je sais que vous avez déjà répondu à certaines questions qui vous ont été posées par différentes parties, mais malheureusement, vos réponses n'ont pas été suffisamment claires à notre sens.
Et ici, j'ouvre une parenthèse. Hier, j'ai constaté que durant l'après-midi, vous aviez l'air très affaibli et que vous avez fait preuve d'un manque d'énergie en répondant aux questions. Réponse. Hier, je me sentais mal. Ma pression artérielle était à 18 hier. Elle est tombée à 16 aujourd'hui. Je me sens mieux. Et je ferai mon possible pour déposer. La défense. Merci. C'est important pour le tribunal. En 1973, vous avez adhéré à la Révolution sous le nom révolutionnaire de Hong. Et vous avez été désigné pour travailler pour le centre du parti. Vous étiez affecté à B17. Vous aviez 21 ans à l'époque, c'est exact. Réponse. Je ne sais plus bien quel âge j'avais lorsque j'ai rejoint la Révolution dans ce bureau, mais c'était en 1973. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Il faut juste faire un petit calcul, mais je devais avoir une vingtaine d'années, 20 ans, 21 ans. La défense. Merci. Avant de rejoindre la Révolution en 1973, que faisiez-vous? D'après le document qui est en notre possession, vous indiquez qu'avant 1973, vous étiez instituteur dans l'enseignement primaire. Est-ce exact? Réponse. C'est exact. La défense. Merci. En rejoignant la Révolution, M. Pang était chef de l'unité des télégrammes attachée à B17. Et cette unité était stationnée à l'arrière. C'est ce que vous avez dit. Concernant les télégrammes à envoyer aux autorités supérieures, ils étaient adressés au frère Paul le plus souvent. De temps en temps, ils étaient adressés au frère Nuon. Voici ma question. Est-ce que vous connaissiez le contenu des télégrammes adressés au frère Paul et au frère Nuon? Réponse. Concernant les messages et les télégrammes, nous les décodions. À partir de 1973, j'ai dû m'en occuper et j'ai donc appris à le faire. C'est en 1974 que j'ai changé d'endroit. L'endroit était situé quelque part dans une bananeraie. Dans l'enceinte de B20 et non pas de B17. Alors que je travaillais dans la forêt, la plupart des télégrammes et des messages
était censé être envoyé au frère Paul. En ce qui concerne le contenu des messages adressés au frère Noun, comme je l'ai déjà signalé, il s'agissait d'informations ayant trait sur la situation à l'arrière, dans la zone qui avait déjà été libérée. Question. Dans chaque message qui était en votre possession, il y avait en général un en-tête. Et en haut du télégramme, il y avait des salutations qui s'adressaient aux destinataires individuels, c'est-à-dire les grands frères. Et donc, il y avait cher et ensuite le destinataire. Et en bas, il était indiqué copie A, avec une série de destinataires également. Réponse. C'est exact. En en-tête, il y avait des salutations. En bas, ce n'était pas la mention copie A. Si l'on prend le format général et que l'on regarde ce qu'il y a tout en bas, on peut voir qu'il y avait des messages de félicitations, des formules de politesse. Par exemple, avec notre plus chaude fraternité révolutionnaire. Ça dépendait de l'auteur du message. Et ensuite, on trouvait aussi la date du télégramme. Et c'est à la fin que l'on trouvait la signature de l'auteur. Il n'y avait donc pas de copie carbone en bas parce que le destinataire était déjà mentionné en haut. La copie relevait de la responsabilité des membres de l'unité des télégrammes. Question. Vous dites que les salutations étaient adressées au destinataire et qu'en bas il y avait une signature, celle de l'auteur. J'ai examiné un grand nombre de télégrammes. Or, on ne trouvait que le nom de l'auteur, sans signature. Était-ce la pratique habituelle à l'époque? Réponse. Ce n'était pas nécessairement une signature à proprement parler, mais il pouvait s'agir seulement du nom de l'auteur. Question. Pour être bien au clair, êtes-vous en train de dire que le nom de l'auteur était déjà considéré comme une signature et que donc il ne fallait pas de signature proprement dite? Est-ce que c'est cela que vous êtes en train d'essayer de dire?
Réponse. Non, je me suis trompé. En fait, le nom de l'auteur du télégramme, c'était la signature. Il n'y avait pas de signature ou de paraphe. L'auteur ne pouvait pas poser cela lui-même sur le télégramme. Question. Après avoir reçu des télégrammes sur les plans d'offensive contre Phnom Penh, en vue de la libération de la ville, ainsi que les télégrammes portant sur la logistique et les munitions, censés être utilisés pour cette offensive, d'où venaient ces télégrammes et qui en étaient les destinataires? Réponse. Je n'ai reçu aucun télégramme portant sur l'offensive contre Phnom Penh ou sur la libération de Phnom Penh. Mais concernant les télégrammes sur les munitions, la logistique, la distribution, d'après mes souvenirs, lorsque j'étais stationné dans la forêt, il y avait une personne qui était responsable de l'assistance logistique. On appelait cette personne Cha. C'était le responsable de l'approvisionnement du front. C'est cette personne qui savait combien de munitions nous avions et quelle fourniture envoyer au front. C'est cette personne qui a posé sa signature lorsqu'il s'agissait de matériel, d'armes, etc. Et, si je me souviens bien, la personne signataire de ces messages, c'était Jaa. Question. Par la suite, vous êtes devenu responsable de l'unité des télégrammes rattachée au centre. Votre tâche était de décoder des télégrammes au comité central. À quelle distance votre bureau était-il situé du lieu de résidence des dirigeants, approximativement? Réponse. Quand j'étais en poste dans la forêt, je n'étais pas habilité à me déplacer librement ni à entrer dans le bureau des dirigeants. À l'époque, j'étais dans la forêt, dans un endroit reculé, et nous ne savions pas où se trouvait le bureau des dirigeants. Je ne savais pas à quelle distance se trouvait ce bureau. À l'époque, je devais étudier la façon dont fonctionnaient les télégrammes, je devais apprendre cela sur le tas, et je ne savais pas à quelle distance se trouvait le bureau des dirigeants par rapport à l'endroit où je travaillais. Question. Ensuite, vous êtes allé à Phnom Penh. Phnom Penh, ce n'était pas la forêt, bien sûr. Alors on peut penser que vous saviez
quelle distance séparait votre lieu de travail et le bureau des dirigeants? Réponse. Mon bureau se trouvait dans l'école primaire Sotearos et le bureau des dirigeants se trouvait à K1. Vous avez peut-être vu la photo. Il s'agit de 2 bâtiments à plusieurs étages le long de la rivière Bassac. La distance exacte par rapport à mon bureau, je ne sais pas bien de combien elle est, mais les 2 endroits n'étaient pas très éloignés l'un de l'autre. Ils se trouvaient à environ 1 kilomètre l'un de l'autre. En ce qui concerne l'unité de logistique et d'approvisionnement, je ne savais pas à quelle distance elle était située de mon bureau parce que je n'y étais jamais allé et que donc je n'avais pas pu mesurer la distance. Question. Concernant le fonctionnement de l'unité de travail, vous n'avez jamais eu de contact direct avec le bureau des dirigeants. Dès lors, par qui passiez-vous pour entrer en contact avec le centre? Par Pong ou par d'autres? Réponse. À l'époque, la communication se faisait surtout par téléphone. Par exemple, quand Pong voulait me contacter, il me donnait un coup de téléphone. Parfois, des gens venaient en personne me remettre un message. Question. D'après ce que vous avez dit, le bureau des dirigeants était près du vôtre. Avez-vous jamais vu des dirigeants venir dans votre unité? Ou bien est-ce qu'ils vous ont jamais invité à vous rendre dans leur bureau? Réponse. Effectivement, mon bureau ne se trouvait pas loin de K1. J'ai parfois vu les dirigeants passer devant mon bureau en voiture. Par exemple, Pol Pot. Il faisait des allers-retours et il passait devant le siège de mon unité pour aller à K1. Question. Avez-vous jamais vu Nuon Chea? Réponse. Je l'ai vu une fois. Un jour, il est venu dans mon unité. Il apportait avec lui des courts messages invitant des cadres à assister à une réunion. C'était en 1977 et c'est la seule fois
que je l'ai rencontré quand il est venu visiter mon bureau. Question. Donc, Monsieur Nuon Chea s'est rendu personnellement dans votre bureau. À cette occasion, vous a-t-il parlé? Réponse. Non, nous ne nous sommes pas parlé. Il m'a seulement remis le message, à moi ainsi qu'à mon équipe, et il nous a donné pour instruction de décoder ces messages. Il n'a pas dit grand-chose. Question. Plus tard, avez-vous jamais rencontré Nuon Chea? Réponse. Non. Question. Vous travaillez avec le gouvernement du Cambodge démocratique et vous n'avez rencontré qu'une fois Nuon Chea. Que pouvez-vous dire de sa personnalité? Selon vous, était-ce quelqu'un de cruel? Était-ce quelqu'un d'agressif? Réponse. D'après mes propres observations, Nuon Chea et les autres dirigeants étaient des gens respectables. Ce n'étaient pas des gens enclins à abuser de leur pouvoir. Nous ne les avons jamais vus de nos propres yeux arrêter ou tuer des gens. Ils ne nous effrayaient pas. C'étaient des gens d'une grande qualité morale. En outre, c'étaient des gens de haut rang qui étaient instruits. Et nous les respections. Jamais n'aurions-nous imaginé qu'ils puissent être des meurtriers ou des auteurs de crimes graves. Question. Je vous renvoie au document D200-9.2. Il s'agit d'un schéma que vous avez tracé, je pense que vous l'avez sous les yeux. Comme nous ni,លោកទទួលស្គាល់ថា Vous avez reconnu que c'était vous qui aviez tracé ce schéma. Est-ce que vous le confirmez? Réponse. Effectivement, c'est moi qui l'ai tracé, je le confirme. Question. J'ai quelques questions à poser à propos de ce schéma. On y trouve 4 rectangles. À gauche, on peut lire 870 K1. Au-dessus de cela,
il est écrit réseau de communication. Concernant le deuxième rectangle, on y trouve comité 870 K1. À droite, pouvez-vous apporter une précision concernant les encadrés portant respectivement l'inscription 870K1 et comité 870K1 renvoie-t-il à la même chose? Non. Réponse. Ces deux cases sont différentes. Au-dessus d'un rectangle, il est écrit réseau de communication. Cela signifie que K1 appartenait à 870. Les responsables de la télécommunication faisaient partie de K1. Dans l'autre rectangle, il est indiqué comité 870. Celui-ci fait référence à une institution du centre qui s'appelait le comité 870. Dont Pol Pot était le chef. Il résidait également dans l'enceinte de K1 et son bureau s'y trouvait également. Question. Merci. Et le troisième rectangle précise Présidium d'État, sous lequel il y a un nom en abréviation, puis une flèche vers une liste de ministères, propagande et information Hunim, éducation et enseignement Yunyat, affaires sociales Yengtirit, mines et énergie, point de suspension, économie et finances Vornvet. Et je pense que vous avez apporté une correction hier concernant ce nom mentionné ici, Vornvet. Pour les affaires étrangères, vous avez indiqué Yang Sari. Dans cette liste, faites-vous référence au gouvernement ou à un comité? Réponse. En fait, je cherchais à illustrer un autre organe supérieur au sein du Kampuchea démocratique, c'est-à-dire le Présidium d'État. L'abréviation indique Khieu Samphan, qui était alors président du Présidium d'État. J'ai déjà expliqué la flèche descendante pointant vers les ministères. Cela signifie une administration civile au sein du gouvernement comprenant un certain nombre de ministères, comme je l'ai déjà expliqué. Les points de suspension après mines et énergie signifient que j'ignorais qui était le ministre. Question. Merci. Donc, vous dites que sous le Présidium d'État, il y avait différents ministères. Est-ce que le ministère de la Défense, sous l'autorité de Son Serre, était exclu du gouvernement? Parce que je vois une flèche partant du rectangle du comité 870
vers le ministère de la Défense. Vous avez indiqué Son Sen. Était-il également un ministère? Et le cas échéant, pourquoi ne figure-t-il pas dans la liste des autres ministères? Réponse. Parce que je ne connaissais pas les détails concernant le ministère de la Défense. Je n'étais pas certain si ce ministère de la Défense était sous la supervision de Khieu Samphan. En raison de cette incertitude, je l'ai placé à côté. Le ministère de la Défense avait autorité sur l'armée, la marine et les forces armées et toutes les divisions. Je l'ai placé à côté parce que dans la pratique, il semblerait que Khieu Samphan n'avait pas d'influence sur la branche militaire. Je l'ai donc placé à côté des autres ministères et je ne l'ai pas placé sous M. Khieu Samphan. Question. Donc vous-même, vous n'êtes pas certain de la structure du gouvernement? C'est exact? Réponse. C'est vrai concernant la structure du gouvernement à cette époque. Question. À cette époque, avez-vous entendu parler d'un ministère de la Sécurité ou ministère de l'Intérieur? Réponse. J'ai entendu parler de la sécurité qui était placée sous l'égide du ministère de la Défense sous la direction de Son Sen. Question. Merci. Cela veut donc dire que vous avez oublié de mentionner le ministère de la Sécurité sous l'égide du ministère de la Défense. C'est bien cela? Réponse. Son Sen était le Premier ministre adjoint, le vice-premier ministre responsable du ministère de la Défense ainsi que de la sécurité interne dans tout le pays. Je n'ai donc pas rajouté un autre ministère de la sécurité parce que le ministère de la Défense englobait tous ces aspects, y compris la sécurité. Question. Merci. Passons maintenant au 4e rectangle, l'Assemblée des représentants du peuple, sous lequel vous avez écrit Nunchea. Et sous le nom de Nunchea, vous avez écrit numéro 3. Et à côté, une autre case où il est écrit tribunal. Que signifie numéro 3 et que signifie tribunal?